Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là, nous allons décortiquer comme d'habitude l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et sur ce plateau, nous recevons pour vous Maître Francis Chibalabala, député national. Il nous vient du parti présidentiel. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, comment allez-vous? Ah, je veux bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Dieu fait grâce, ça va. Euh, Situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo, quel est votre regard? Bon, je crois que le président de la République a eu récemment à échanger à bâton rompu avec la presse congolaise. Il a pratiquement brossé toute la situation sociopolitique de notre pays. Il a parlé du social, il a parlé des élections, il a parlé de la guerre, il a parlé de plusieurs sujets, même de la culture, à travers justement les concerts livrés par un musicien de la place, donc un musicien congolais. Donc je pense que le président a peint un tableau plus rassurant par rapport à la situation. S'agissant du social, il a parlé de ses réalisations. C'est la première fois qu'on puisse construire autant d'universités dans notre pays. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement qui était un mirage du temps de Kabila, parce que c'est consacré par la Constitution depuis 2006, la Constitution 2006, mais elle a vu les jours, je parle de la gratuité, qu'à l'avènement du président Tshisekedi. Il a parlé des hôpitaux, il a parlé des routes qui sont construites, il a parlé de l'armée, de la diplomatie, etc. Et justement, en suivant religieusement le président, vous en conviendrez que la situation n'est pas du tout rassurante globalement, mais ça a quand même poussé les Congolais à garder espoir par rapport à l'avenir de notre pays, par rapport à la guerre injustement imposée, par rapport aux élections, etc. Donc, Alors, parlant du social du peuple congolais, il y a eu quand même des réactions lorsque le président parlait des salaires des fonctionnaires. Il parle des salaires des militaires qui ont été donc triplés, doublés pour certains, mais des réactions sont venues au sein de la population, mais certains politiques également, qui sont montés au créneau pour dire que c'est pas la réalité. Félix Tshisekedi a parlé des choses qui non, mais ne s'est pas. vous savez le problème, c'est que les Congolais rejettent parfois en bloc des choses pour lesquelles ils n'ont pas connaissance. Comment ça? Est-ce que vous avez suivi un fonctionnaire rejeter les propos du président de la République? Tous savons combien il touchait à l'avènement du chef de l'État, la magistrature suprême. Ils étaient dans les 90 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils sont à combien? Est-ce que le chef de l'État a menti? Je pense qu'il n'a pas menti. Mais certains Mais hommes en uniforme ont les rejeté soldes de en militaires et bloc. policiers, non, c'est pas vrai. Les soldes de militaires et policiers avaient été quadruplés, comme l'a dit le chef de l'État, parce que avant que ça soit doublé, il y a quelques mois passés, il y avait déjà des réajustements de leurs soldes. Et au-delà de soldes, il y a même des conditions de travail. Les présidents ont commencé par réhabiliter les hôpitaux, qui se trouvent dans des camps, les écoles, les camps militaires, etc. On a vu. Et là, d'ailleurs, je vous informe que les enfants, femmes des militaires vont commencer à bénéficier des soins gratuitement, avec aussi cette innovation de la retraite, SENSAP, etc. Les militaires sont en train de cotiser pour que demain, une fois la retraite, qu'ils puissent bénéficier quand même des allocations venant de la SENSAP. Donc c'est pour dire que le président a beaucoup fait pour cette catégorie sociale de travailleurs. Il ne faudrait pas ici rejeter en bloc. Vous avez même suivi, il y a des journalistes qui ont posé certaines questions pour lesquelles ils n'avaient pas vraiment des précisions. Donc c'est ça les Congolais. Même quand on n'est pas informé, on a toujours tendance à dire non, alors que en réalité, les choses sont telles qu'elles sont présentées par le chef. Alors, je fais quand même un pas en arrière. Félix Tshisekedi s'est exprimé. On l'a toujours vu quand même parler aux Congolais. Mais Francis Chibalabala, comment est-ce que vous avez trouvé la posture de Félix Tshisekedi? En tout cas, moi, il s'est posé en premier d'entre nous, d'abord. Il s'est posé en chef d'État.
Il s'est posé en défenseur des Congolais. C'est ça sa posture. Donc le président était très définitif lors de son intervention. Il a été précis, il a été limpide pour que ces déclarations ne prêtent pas à confusion. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas besoin de prolonger les propos du chef pour que l'opinion comprenne. On n'a pas besoin de fournir des explications à la population. Même les Congolais lambda a bien suivi Félix Tshisekedi alors que l'allocution était en français. Bon, c'est vrai que tout le monde n'entend pas le français. Ouais. Ça, c'est une réalité. On peut dire une grande mais partie de la population il y avait aussi hein. Des questions qui avaient été posées en lingala. Et le chef y avait réservé de réponses en lingala aussi. Donc, une grande partie de la population avait suivi les discours. Il y a même ceux qui n'entendent pas le français certainement, avaient bénéficié des interprétations d'autres Congolais ayant assimilé justement le discours du président. Alors, Félix Tshisekedi a répondu à une question liée aux démolitions enregistrées dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est que vous avez aussi un jour dénoncé sur ce plateau de Info 7. Mais l'inquiétude de plusieurs, pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas reconnu la responsabilité de l'État congolais, surtout que la réalité montre que ces personnes avaient des documents authentiques mais qui n'ont pas été dédommagés. Voilà, je pense que le président avait mis des gants. Vous savez, pour certaines questions sensibles, il faut marcher sur des œufs. Il faut mettre des gants. Éviter de faire des déclarations qui risquent de se retourner contre vous. Mais ce suspense le président de la République n'a pas institué une commission chargée d'enquêter sur les démolitions et que celle-ci a rendu ses conclusions au chef de l'État pour lui permettre, bien entendu, de se prononcer en toute responsabilité. Donc, il ne peut pas aujourd'hui dire que l'État est responsable pendant qu'il n'a pas pu vérifier à travers ses services justement l'authenticité ou la véracité des propos des gens. Mais là où je ne suis pas d'accord, personnellement, j'en dis, la démolition telle qu'elle est faite à Kinshasa, je pense que c'est de manière anarchique, dans la mesure où, non seulement la mise en demeure, non seulement la mise en demeure n'est pas respectée pour permettre justement aux paisibles et citoyens de se préparer en conséquence pour libérer les lieux, parce que vous savez surtout que les démolitions sont intervenues pendant la saison de pluie. Ouais. En Europe, par exemple, pendant l'hiver, on ne sort pas des gens dehors. C'est pas possible. Pendant la saison de pluie, on ne peut pas sortir les enfants dehors. Et même pendant que les enfants sont en train d'étudier. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ceux qui sont à Pakadjouma, ils scolarisent leurs enfants dans les écoles qui sont à proximité de Pakadjouma. Vous les démolissez pour aller les reloger à Ntsele ou à Maluku, par exemple. Déjà, les enfants auront la difficulté d'étudier. Est-ce pendant cette période, après avoir passé autant de mois, peut-on inscrire les enfants? Je pense que non. Et même si on inscrivait les enfants, vont-ils s'adapter aussi facilement? Est-ce que la qualité de l'enseignement est la même? Donc c'est ça, il fallait tenir compte. Il fallait tenir compte de ces réalités-là avant de démolir. J'aurais peut-être souhaité que ça se fasse pendant la saison sèche et pendant les vacances, les grandes vacances par exemple, pour permettre aux parents de prendre des dispositions, voir comment non seulement offrir à leurs dépendants un toit, mais aussi tenir compte aussi de la scolarité des enfants. Alors, mais au-delà de ça, j'allais me perdre en conjecture. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect dédommagement ou comment on appelle ça? Lorsque vous démolissez, par exemple, des démolitions pour des besoins de l'État. L'État veut construire une route, par exemple, comme c'est le cas dans plusieurs coins, il faut indemniser ces victimes. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Est-ce que cet argent-là est réellement disposé et que ça prend une autre direction, les gens se les partagent, ou réellement ils font fi de droits fondamentaux? Le droit à la propriété, c'est un droit fondamental consacré par la Constitution. Malheureusement, il faudrait vraiment corriger les choses, et sinon l'État risque lui-même de devenir bourreau de son propre peuple. Mais on dirait que c'est le cas à Kinshasa. Malheureusement. Félix Tshisekedi est revenu sur la question des embouteillages qui inquiètent plus d'un Congolais. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes dans les embouteillages à Kinshasa?
Voilà, je pense que... Est-ce que ça vous interpelle aussi? Je pense que en tant qu'élu? c'est inévitable. Vous savez, il y a des choses... Vous êtes interpellé en tant qu'élu? Je suis interpellé, mais je pense que l'inaction de l'État nous a mis dans cette situation, dans ces L'inaction gouffres. de l'État. Quand je parle de l'État, je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Ah, ok. Nous sommes en train de payer justement l'inaction des précédents Mais vous gouvernements. reconnaissez au moins que la situation s'est aggravée avec l'avènement de L'inaction, Félix ça veut Tshisekedi. dire quoi? L'inaction, ça veut dire quoi? En réalité, une mégapole comme Kinshasa, une mégapole de près de 20 millions, plus de 20 millions d'habitants, ne peut pas avoir la seule voie, la voie terrestre pour faciliter la locomotion à la population. Ou le route, il ne peut pas y avoir seulement le route. Le moyen de locomotion ne peut pas être seulement les véhicules. Parce qu'avec cette densité de la population, c'est impossible. Aujourd'hui, par exemple, si la voie ferrée était suspendue, en Europe, par exemple, ils connaîtraient le même problème. Quand vous voyez la population, près des 20 millions de Congolais, il y a plusieurs aussi, je ne sais pas donner statistiquement le nombre, mais il y a une grande portion de la population aussi qui est motorisée. Et s'il faut que tout le monde sorte, emprunte les routes que nous avons, je pense qu'il y aura qu'embouteillage. On peut placer les meilleurs roulages qui soient avec le nombre de véhicules que nous avons. On ne va pas régler la situation des fonds. Non, mais Félix Tshisekedi... Moi, par contre, je proposerais que l'on puisse reprendre les trafics ferroviaires. Mais qu'est-ce qui manque? Ce sont des moyens, certainement. Tout est urgent dans notre pays. Il y a la guerre, etc. On ne peut pas tout faire en même moment. Ce n'est pas possible. Donc, je préférerais que les trains puissent reprendre. L'avantage qu'il y a dans les trains, c'est que, d'abord, c'est plus rapide parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Et deuxièmement, les voitures peuvent contenir 500, 400 personnes. Or, 500, 400 personnes, c'est pratiquement 2-3 Transco. Et lorsqu'ils sont sur la voie, ça va tout le temps créer des embouteillages et ça ne va pas régler le problème définitivement. Il y a également les trafics ferroviaires et maritimes, par exemple. À partir du fleuve, on peut quitter de la gare centrale à Maluku, à partir de la voie fluviale. Des transports, on peut trouver des bateaux, on peut trouver des trucs pour évacuer, pour permettre à la population de se mouvoir. Mais vous êtes quand même conscient que la situation s'est améliorée avec Félix Tshisekedi? La situation des embouteillages... C'est empiré, oui. Non, la situation ne s'est pas... Non, il ne faut pas dire ça. La situation ne s'est pas empirée. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter, justement, comme je vous ai dit, l'inaction des précédents gouvernements. Vous avez une part de responsabilité. 7 ans après, vous étiez censé faire Attention, mieux. je vous donne un exemple. Allez-y. Vous souffrez de la malaria. Au lieu de la traiter, vous faites fi de cette maladie. Et la malaria peut engendrer d'autres maladies. Par exemple, ça peut entraîner l'insuffisance rénale. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous souffrez de l'insuffisance rénale, due justement à la malaria, vous comprenez? Et les traitements doivent changer, la thérapie doit évoluer. Et là, maintenant, vous êtes devant un fait accompli, on vous met devant un fait accompli. Donc la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est une situation qui a été orchestrée depuis longtemps et nous en voyons juste les retombées tout simplement. Et le gouvernement est en train de mettre en œuvre des mesures structurantes pour permettre à ce que la circulation soit fluide. Et je pense que le président de la République, avec son gouvernement, s'y attelle. Attendons voir comment les choses vont évoluer. Et avec la construction des rocades, des routes secondaires aussi, ça va fluidifier quand même la circulation. Félix Tshisekedi n'a pas cessé quand même de parler de ces embouteillages, donner des instructions pour que les choses changent. Malheureusement, les Congolais constatent qu'il n'y a toujours pas de remède, bien qu'il a haussé les temps plusieurs fois. Mais lorsqu'il a parlé ce jour-là face aux professionnels des médias, certains ont vu un Félix Tshisekedi défenseur de Daniel Bumba. D'autres estiment que Félix Tshisekedi protéger juste est en train de protéger Daniel Bumba. Est-ce aussi votre regard? Non, moi je ne l'ai pas vu protéger Daniel Bumba. Vous savez, il s'agit des affaires de l'État. Il s'agit de la gestion de la chose publique. Je pense que nous devons quitter ces stades-là de vouloir personnaliser les choses, incriminer une autorité, etc. Il faudrait penser justement
aux mesures, comme je vous ai dit précédemment, structurantes pour régler le problème de fond en comble. Un problème structurant ne peut pas être réglé par une décision aussi simpliste. À la tête de Kinshasa, il y a un gouverneur. Effectivement, il y a un gouverneur. Mais les gouverneurs, est-ce que le gouverneur, attendez, il faut aussi retenir une chose. Les gouverneurs, c'est un humain. Les gouverneurs est aux affaires, bien sûr, mais il a trouvé aussi des contraintes. Il n'a pas un pouvoir messianique pour changer radicalement les choses. La situation du Congo comme de Kinshasa, c'est une situation qui ne peut pas se régler en un tour de main. C'est un processus, vous comprenez? Les processus... Aujourd'hui, vous trouvez des excuses parce que c'est l'UDPS qui gère. Mais hier, c'était difficile de retrouver ce discours-là. Je ne dis pas que la gestion du gouverneur est efficiente. Je ne l'ai pas dit. Je suis tout simplement en train de vouloir relativiser. Je veux mettre un peu des mesures dans mon propos pour éviter d'être profondeur sans penser sur certaines contraintes qui mettraient par exemple le gouverneur en difficulté pour gérer. Est-ce que vous savez que même la rétrocession qui est prévue par la Constitution, la rétrocession qui doit bénéficier, les provinces doivent bénéficier, n'arrive pas régulièrement? Mais ça peut se justifier parce qu'aujourd'hui, le chef l'a dit aussi, que l'argent de l'État est plus orienté vers la guerre. Il faut acheter des armes, etc. Les permis de conduire. Vous pensez que aider la province à assainir la ville. Vous pensez que ça va régler les fonds en comble le problème de Kinshasa? Moi, je ne suis pas défenseur du gouverneur. Trouvez-les et posez-lui les questions. Provincial quand même. Posez-lui les questions par rapport à cela. Provincial et au niveau national. Je ne siège pas à l'Assemblée provinciale. Mais vous êtes informé quand même parce qu'il y a quelqu'un qui... Effectivement, si je n'étais pas informé, je n'aurais pas avancé cet argumentaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des voix qui estiment qu'on a l'impression que l'État est absent à Kinshasa. C'est vous qui le dites. Moi, je pense que l'État est là. Il est en train de faire le travail. Et je pense qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. Aujourd'hui, par exemple, on peut emprunter des routes secondaires pour investir la ville. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait une seule route. Donc, il ne faut pas ici considérer que les changements seront radicaux. On ne peut pas atteindre la félicité en 5 ans. Non, c'est un processus. L'Europe, Paris, etc., n'a pas été construite, excusez-moi, bon, Paris, elle n'a pas été construite en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Non, ça fait plusieurs, peut-être 3 siècles que l'Europe avait été construite. Paris avait été construit. Même aujourd'hui, ils continuent de construire. Ils continuent de moderniser leurs infrastructures. Donc, c'est pour vous dire que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut parfaire tout le travail. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je m'appelle Kumba Gifuti Joël, je suis un élève de la 4e année construction de l'Institut Imbu. Aujourd'hui, on avait une épreuve de la dissertation. Oui. Après combien de sujets? 9 sujets. Et toi, tu as choisi lesquels? Moi, j'ai choisi le sujet numéro 7 qui était intitulé l'éducation développe l'intelligence et le travail des mains en action. Je m'appelle Pacholi Makumba, je suis le candidat de l'Institut pour l'armée des salles. Devant toi, il y a eu combien de sujets? 9 sujets. Ouais. Oui. Et toi, tu as quel sujet que tu as choisi? Numéro 5, c'était l'alertie nourrir le cerveau et peut changer la vie. Alors, c'était à débattre ou à commenter? Sujet à expliquer. À expliquer? Oui. Ah, tu penses sûrement que tu as bien travaillé? Oui, j'ai bien travaillé, je suis sûr que je vais réussir. Bon, je m'appelle Kumba Gifuti Joël, je suis un élève de la 4e année construction de l'Institut Imbu. Moi, j'ai choisi le sujet numéro 7 qui était intitulé l'éducation développe l'intelligence et le travail des mains en action. Mangala Mwanza William, je suis de l'école ITC Toulani. Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme épreuve aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons fait la dissertation. Alors, avec combien de sujets? C'était au moins avec 9 sujets à discuter, commenter, expliquer. Accompagné par sa mère biologique, Chimbalanga a réalisé ce qu'on peut qualifier d'un rêve, raconter en chair et en os la célèbre Nouila Kambaja
qu'il apprécie beaucoup par sa façon d'animer les magazines Info 7. Une très grande surprise pour cette professionnelle des médias qui a été à la fois émotionnée et touchée par cette visite inattendue en cette fin de semaine. La mère de Chimbalanga raconte comment son enfant n'a pas arrêté de la déranger pour venir jusqu'aux installations des Congo Web Télévision afin d'y rencontrer sa journaliste adorée. C'est maman Esther Kabouya, sa mère. Sa mère biologique. Oui. Alors vous êtes déplacé jusqu'ici à Congo Web pour me rencontrer. Oui, oui. Waouh, ça c'est un plaisir. Enfant mais mature, Chimbalanga n'a pas voulu rencontrer la présentatrice de l'Info 7, Mebredoui. Vu que je vous apprécie beaucoup et nous aussi, à la maison, on suit beaucoup de vos émissions. Info 7. Oui. Et vous m'appréciez beaucoup. Oui, la manière dont vous faites votre travail et la rhétorique que vous utilisez, il y a des choses que moi je n'ai pas. Et je suis timide. Je m'inspire des journalistes comme vous. Ok. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire un cadeau? Il lui a encore surprise par un cadeau, un portrait grandeur nature peint par lui-même. Noëlla Kambaja, encore étonnée d'être en face d'un enfant aussi, avec beaucoup de talent. Waouh! Ok! Oh là là! Merci, mais c'est écrit Chimbalanga. Donc, est-ce que je comprends que c'est ton œuvre? Oui, c'est mon œuvre. Surtout qu'il n'a jamais fait les beaux-arts. C'est un don qu'il développe comme ça. Il n'a jamais été aux beaux-arts. En tout cas. Et ça, c'est son œuvre. Il a quel âge? Il a 16 ans. Elle a lancé l'appel aux autorités du pays afin d'apporter leur appui à cet enfant qui peut beaucoup apporter à la nation. Ce sont des enfants qu'il faut encadrer parce qu'on dit que les enfants sont la jeunesse de demain et l'avenir du pays. Et avoir déjà un talent comme ça, moi je suis en train d'interpeller le ministre sectoriel pour dire que c'est un enfant qui mérite d'être encadré, d'être accompagné. À cette occasion, Noëlla Kambaja a fait visiter à Chimbalanga ainsi qu'à sa mère les différentes installations de ces grands médias, entre autres les plateaux de la chaîne. Un moment inoubliable pour tout le monde. Aujourd'hui, tu m'as vu. Et qu'est-ce que tu peux dire? Seulement merci. Et je remercie Dieu parce que ça ne serait pas possible sans lui. Exactement. Je priais toujours de vous voir pour Wow. que ces talents soient exposés à la vue du monde. Merci beaucoup. Épreuve hors session, madame, messieurs. Ces épreuves se sont passées cette semaine. Alors, Maître Francis Chibalabala, que répondez-vous à ceux donc, qui accusent notamment le régime de Félix-Antoine Tshisekedi de ne pas contribuer à l'excellence des élèves avec cette gratuité sans tenir compte de la qualité? Non, mais écoutez, madame, est-ce que la gratuité est au niveau secondaire? On dit que le Voilà encore des gouvernement, accusations gratuites. Vous avez quand même suivi. La gratuité est au niveau primaire. Mais la qualité de Ce l'enseignement, n'est pas au niveau secondaire. On en parle quand même à tout le niveau. Non, la mais qualité. écoutez, est-ce que vous savez que moi, mes enfants ont étudié à Don Bosco. Ils ont fait leur école primaire. En tout cas, une partie de leur école primaire à Don Bosco. Peut-on aujourd'hui conclure que mes enfants ne sont pas bien formés? Je ne pense pas. Il ne faudrait pas ici généraliser. Il y a certes des écoles où la formation est en déliquescence, hein? Mais il y a aussi d'autres écoles où il y a un enseignement de qualité. Vous n'allez quand même pas contester les niveaux de formation de Boboto, par exemple, des Bonsomi, des bien d'autres écoles de Don Bosco, etc. Vous comprenez? Il ne faut pas ici mettre tout dans le même panier. Donc, il faut toujours faire le parallèle. Et moi, je pense que le président, par contre, il est en train de s'activer, de travailler pour améliorer non seulement les conditions des enseignants, mais aussi le traitement des enseignants. Les conditions de travail, mais aussi les traitements des enseignants. Il vous a dit ici que ça a été multiplié de plusieurs fois, leur salaire. Aujourd'hui, non, attention. Aujourd'hui, depuis que le président est là, il n'y a pas d'arriéré de salaire, nonobstant le fait que nous sommes agressés par le Rwanda. Bien sûr. Il n'y a pas d'arriéré, ils sont payés chaque mois. Vous parlez des enseignants. Enseignants, nous sommes en train de parler de l'éducation. Donc, il ne faut pas voir tout noir, même là où c'est blanc. Vous comprenez? Il ne faudrait pas ici, comme on dit, jeter les bébés avec l'eau de bain, considérer que tout est négatif, il n'y a rien de bon, etc. Non, mais si nous-mêmes,
ne voulons pas reconnaître qu'il y a des efforts qui sont déployés, il y a des avancées notables qui sont entreprises, et qui d'autre le fera? Qui d'autre le fera à notre place? Il faudrait par moment être reconnaissant. C'est vrai que il est du ressort du gouvernement. C'est les devoirs du président de la République d'offrir à son peuple les conditions meilleures de vie, mais il faut aussi par moment reconnaître que les choses sont en train d'avancer de plusieurs crans par rapport à l'état dans lequel les présidents avaient trouvé ces pays. Mais est-ce que, comme certains Congolais, vous estimez aujourd'hui que ces épreuves hors session n'ont plus le sens comme jadis? Non, je ne dirais pas ça. Okay. Mais vous savez, moi j'ai compris une chose. Qu'est-ce que vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle un conflit générationnel. Nous considérons qu'en notre temps, l'enseignement était de qualité et nous avons été bien formés. Par contre, les enfants d'aujourd'hui ne les sont pas. En réalité, ce n'est pas ça. Nous voyons des enfants qui obtiennent leur bac et leur diplôme d'État avec des pourcentages exorbitants et qui défendent ces pourcentages, qui vont étudier en Europe, qui font des exploits. Certains parmi eux, il y a ceux qui bénéficient de la bourse excellence, il y a des mamans Denise Nakeru, vous comprenez? Et ces enfants-là, lorsqu'ils sont en Europe, pour les études, ils sont excellents, ils ont des très belles notes. Donc on ne peut pas conclure que notre enseignement est dégénérescent et que l'enseignement ailleurs est au top. Non. Donc il faudrait par moment aussi encourager, et c'est là que j'ai dit, pour moi c'est un conflit générationnel. Ceux qui ont fini avant nous, ils disent qu'ils avaient été bien formés, et nous, on a été moyennement formés. Et même ces enfants diront aussi demain qu'ils ont été bien formés. Par rapport à leur succession. Donc c'est naturel qu'il y ait de tels discours. Alors, ces jeunes sont l'avenir de demain. Vous voyez le comportement de la jeunesse aujourd'hui, des jeunes à travers les réseaux, même dans la vie et tout. Que pensez-vous de ces jeunes qui constituent l'avenir de demain? Voilà, je vous ai dit ici que le président Tshisekedi est en train de réparer le casse enregistré par son prédécesseur Kabila, par ses prédécesseurs. Aujourd'hui, nous décrions le phénomène Kuluna. La moyenne d'âge de ces enfants qui sèment désolation, terreur, aussi entre 18, 19, 20 ans. Parfois 25 ans. Donc, ce sont des enfants dont la moyenne d'âge, c'est 22 ans. Donc, ce sont des enfants qui, pour la plupart, n'ont pas bénéficié de la scolarité. Parce que leurs parents n'avaient pas de moyens, etc. Ils ont grandi comme ça, comme dans la jungle, et ils n'ont aucune notion morale, ils n'ont aucun code moral à respecter, parce qu'ils n'ont pas été sur le banc de l'école, et ils n'ont pas bénéficié d'une éducation dans un couple posé assis, vous comprenez? Et ces enfants-là n'avaient pas d'autre choix que de se livrer à ces actes de vandalisme, à ces actes odieux. Et qui doit être tenu comme responsable de cette situation. Or, si ces enfants étaient bénéficiaires de la gratuité d'enseignement, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne vois pas un enfant qui a obtenu son certificat d'études primaires arrêter les études en mi-chemin. Déjà à partir de 6e primaire, un enfant qui a bien suivi de ses études sait écrire, sait lire, et il a l'envie d'aller plus loin. Vous comprenez? Et Kabila, n'ayant pas donné cette gratuité à ces enfants-là, ils se sont retrouvés dans la rue. Au-delà de ça, il y a aussi l'encadrement des enfants. Il n'y a pas que l'école normale. Il y a des enfants qui n'aiment pas les études, qui peuvent être orientés dans des formations. Aujourd'hui, l'INPP, par exemple, a régné de ses cendres grâce au président Tshisekedi. L'INPP est décentralisé. On a construit à Maluku, nous avions été visités, etc. L'INPP est en train de se décentraliser pour permettre à la jeunesse de bénéficier d'une formation. Aujourd'hui, avec la renaissance du service service national, il y a des jeunes qui n'ont pas bénéficié des études, et ceux qui ont bénéficié des études, mais qui n'ont pas pu trouver de l'emploi, ils se trouvent là-bas en train d'être formés, et ils sont bâtisseurs aujourd'hui de la nation, en créant, en construisant, etc. Et je pense que de telles initiatives, si elles sont pérennes, vous constaterez que la jeunesse sera prise
réellement en compte. Et dans tout ce que vous avez malheureusement, nous craignons qu'il y ait une rupture après le mandat du président Tshisekedi. Alors, tout ce que vous avez décrié là, quelle est la responsabilité des églises? Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a quand même, pas seulement Kinshasa, mais à travers la RDC, nous avons plusieurs églises, et que le dimanche, toutes ces églises sont pleines. Voilà, là aussi, je ne mettrai pas toutes les églises dans le même panier. Dans le même panier, parce que il y a des églises qui ont créé des centres de formation pour encadrer la jeunesse, encadrer leurs frères et sœurs. Il y a des églises qui ont construit des écoles pour former leurs enfants, pour offrir justement aux enfants un cadre optimal pour leur formation. Il y a des églises qui ont créé des entreprises, des trucs, etc. pour régler le problème du chômage. Donc, il y a aussi des églises qui sont là pour naturellement bénéficier dans le dos de leurs fidèles, sans qu'il y ait une contrepartie pour leur permettre une certaine autonomisation. Et là, je pense qu'il faudrait que celles-là puissent emboîter le pas aux églises qui sont dans cette Est-ce que l'État peut aussi jouer un rôle dans tout ça, peut-être en mettant en place des maisons? Effectivement, il faudrait quand même que l'État jette un coup d'œil là-bas. Et je pense que Moutamba il y avait quand même un début par rapport à ça, les permis des cultes, etc. Permis culte, qui avait été retiré par l'actuel ministre. Par l'actuel ministre. Ouais. Et je pense que c'était quand même important cela. On ne doit pas, vous savez, quand vous êtes à l'étranger, vous avez l'impression comme si Jésus était venu pour la première fois au Congo. Vous êtes chez vous dans votre maison, dans votre chambre, en train de dormir. À côté, il y a une église qui est en train de faire du tapage et ça vous empêche de dormir. Mais lorsque vous êtes en Europe, vous arrivez jusqu'à la clôture de l'église, vous n'entendez pas. Mais il y a des salles insonorisées. Il y a des édits qui existent à Kinshasa. Certainement. Il y a des salles insonorisées. En Afrique du Sud, moi je suis allé prier dans une de nos extensions à Cape Town. Je suis allé prier là-bas chez les frères du pasteur Marcelo. Je suis allé prier là-bas. J'arrive jusqu'au mur de l'église, je n'entendais rien. C'est lorsque j'ai ouvert la porte pour entrer que j'ai entendu le son et on jouait la musique. Et pourquoi pas, on peut pas le faire pourquoi pas nous pouvons aussi nous conformer ici? Il y a des gens qui sont malades. Nous avons des malades dans nos quartiers qui ont besoin de repos. Mais ne pas le faire, c'est encore torturer la population. D'où il faut mettre de l'ordre dans ces secteurs. Même Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. UDP, ça a fait rêver le peuple congolais. Non, mais je vous ai dit ici, on va pas tout changer. Oui, mais on va pas tout changer. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les mandats. Si vous n'avez pas commencé, voilà pourquoi il viendra continuer. Il fallait commencer. Non, attention. Il fallait que l'UDP commence. Il fallait qu'on voie quand même des tous les secteurs de la vie nationale étaient agonisants. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, surtout que nous avons une urgence, des urgences, c'est la sécurité des Congolais. Avec cette agression injuste, les présidents ne pouvaient que se tourner d'abord par rapport à cette situation-là. Parce que ça entraîne des pertes en vies humaines. Mais à Kinshasa, il y a des autorités. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres secteurs. Il y a la voirie qui est prise en compte. Il y a l'éducation. Il y a les aéroports qui sont construits. Il y a tout ça. Alors, comment justifiez-vous cette présence qui devient presque... voilà. Inquiétante quand même pour certains Congolais, la présence des enfants de la rue, ces mendiants, ces jeunes, alors que nous avons des ministères sectoriels. Voilà, je pense que déjà la mendicité est interdite par les lois de la RDC. Tout ce que je pourrais dire, c'est de... Même l'élan du palais du peuple. Justement, tout ce que nous pourrions faire, c'est tout simplement d'appliquer la loi, de faire appliquer la loi tout simplement. Mais il faut aussi tenir compte de la cause. Vous avez parlé, avant là, vous avez parlé de la gratuité.
Et c'était bien avec Félix Tshisekedi, parce que tous ces enfants devraient être envoyés à l'école, mais nous voyons toujours la présence de ces enfants dans la rue. Justement, vous savez, en Europe, par exemple, l'enseignement est obligatoire. Je dis bien obligatoire pour les enfants de l'âge de scolaire. L'âge, je crois, c'est 3 ans et demi ou 3 ans à 16 ans. Ça veut dire, si on trouve un enfant de cette tranche d'âge à la maison, son tuteur, son père, sa mère est responsable. On va vous interpeller, etc. et vous aurez des ennuis. L'enseignement de base est obligatoire aussi dans notre pays, sur fond de la Constitution, mais il faudrait aussi qu'il y ait un suivi, que l'État puisse vérifier si réellement les parents envoient leurs enfants à l'école. Oui, parce que les écoles sont là, mais l'État ne veille pas à ce que les enfants de primaire, qui ont l'âge d'être en primaire, vont réellement à l'école. Et je pense que de ce côté-là, il faudrait qu'il y ait un suivi de la part. Oui, mais c'est bien, on peut encore accepter que ces pratiques soient visibles dans certains coins de Kinshasa. Mais l'hémicycle, le palais du peuple, là où tout se décide, malheureusement, on a l'impression que ça n'interpelle aucun élu, encore moins le président de l'Assemblée Madame, nationale. vous savez, comme je vous ai dit, même en Europe, il y a toujours des problèmes. Non, on peut accepter. Même en Europe, hein. Les même palais aux du États-Unis, peuple lui-même, parfois dans le noir. Même Les routes autour du palais du peuple dans un état de dégradement très avancé. Donc, où est-ce que toutes les situations se retrouvent? Vous reconnaissez quoi, madame? Mais autour du palais du peuple. Apparemment, c'est vous le êtes lieu qui toujours devait critique. Non, mais c'est le lieu qui devait être exemplaire. C'est la réalité. Non, mais écoutez. C'est une réalité. Ce n'est pas la première fois que ces enfants sont pourchassés par la police. C'est pas la première fois. Dernièrement, je crois l'année passée, il y a le général de la police provinciale, le commissaire provincial de la police, avait même déployé les policiers pour traquer toutes ces personnes-là qui font la manche, notamment sur les grandes artères, dans les artères de la ville. Mais après, ils reviennent. Vous comprenez? Nous ne devons pas considérer que l'État est inactif, non? Mais l'État est en train de faire son travail, mais ça doit quand même être appuyé, ça doit être pérenne. Je pense qu'il y a un relâchement qui fait que ces enfants-là ou ces mendiants reviennent. Mais il faudrait aussi voir la cause. Vous savez, quelqu'un qui va faire la manche, c'est généralement quelqu'un qui est démuni. C'est généralement quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est en difficulté. Il faudrait penser aussi une politique pour régler fondamentalement la pauvreté. D'où justement la lutte du président de la République de vouloir créer quand même comment on appelle ça, intermédiaire, c'est-à-dire une classe intermédiaire pour qu'il n'y ait pas assez trop de riches, qu'il n'y ait pas non plus aussi trop de pauvres. Et le président est en train de se battre. Mais c'est une politique qui ne s'inscrit pas dans 5 ans, dans 10 ans. C'est une politique qui doit s'inscrire dans une longue durée et peut-être dans une longue durée qu'on verra les résultats. Madame, Monsieur, prenons ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. La Cour fera droit à la position du ministère public dans la mesure où M. Moutamba a été atteint personnellement et il a présenté ses excuses légitimes conformément à la loi. Parce qu'en annexe, il a produit une attestation médicale, il a écrit également une lettre pour présenter ses excuses. Étant donné que la comparution de Moutamba s'avère nécessaire pour la poursuite de l'instruction de la cause, comme le ministère public l'a bien si expliqué, donc il devra être confronté avec certains témoins que nous avons cités ici. C'est comme ça que la Cour a fait revenir les témoins, notamment
les DG de la SNEL, des DIVO et la société Congo Énergie. On va devoir lui accorder suffisamment de temps pour qu'il se rétablisse. Administration, il y a M. Trump qui a infligé la rebelle sanguinaire Joseph Kabila Kabange. Toutes ces sanctions impliquent un passé douloureux, un passé que les Congolais ont vécu. Ils étaient infiltrés au niveau de l'État, un chef de l'État, il était complice de 20 millions de morts, complice de la mort des Congolais. On compte, il y en a 20 millions. Le 4 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce jour-là, de voix s'est s'enlever pour dénoncer, pour accuser le régime Tshisekedi de fragiliser la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Maître Francis Chibalaba. Encore des affabulations. Mais finalement, vous n'acceptez rien. Hein, non, mais écoutez, madame, écoutez. Le président Tshisekedi est sorti de moule d'un parti de l'opposition. Il est sorti des entrailles d'un parti de l'opposition qui a toujours prôné la liberté d'expression. C'est sous Tshisekedi qu'on a vu le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, résister aux ordres de Tshisekedi. C'est sous Tshisekedi qu'on a vu un ministre bloquer l'ordonnance présidentielle pendant plus d'une année. C'est sous Tshisekedi qu'on a vu les militants du PPRD, des CID, etc., de l'opposition globalement, traiter Fathi des pantins, des marionnettes. C'est sous Tshisekedi. Ça ne s'est jamais fait du temps de Kabila. C'est sous Tshisekedi, on assiste aux insultes proférées à l'endroit de la maman du chef, de la famille du chef, etc. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Donc ici, il ne faudrait pas considérer que les choses vont de mal en pis. Non. La liberté d'expression a pris tout son sens sous les règnes du président Tshisekedi. Il ne faut pas les contester. Hein. Nous suivons les opposants qui passent à la télé, qui tirent à boulet rouge tout le temps sur le président Tshisekedi. Certains même, ils sont allés pour contester son niveau d'études. Ils ont débité de choses insultantes même à l'endroit du chef de l'État. Ils ne sont jamais inquiétés. Madame, il ne faudrait pas ici considérer que ceux qui se retrouvent à l'extérieur du pays, prétextant qu'ils sont pourchassés par le régime, c'est par rapport à leurs opinions. Non. Ils y sont allés parce que ils avaient un plan macabre contre la RDC. Ils y sont partis parce que, à l'extérieur, ils auraient mieux emmanché leur plan de déstabiliser les institutions de la RDC, de renverser les pouvoirs constitutionnellement établis. Malheureusement pour eux, ils ont déchanté. Ils n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient assignés. Et aujourd'hui, cette action leur est revenue en pleine figure comme par effet boomerang. Aujourd'hui, ils ont payé le prix. Aujourd'hui, ils sont en difficulté, madame. Donc, mais en dehors d'eux, il y a des opposants, je peux vous en citer, mais je ne voudrais pas ici faire leur promotion, qui ne font que tirer sur le chef de l'État. Mais vous l'aviez dit, parfois il y a la population qui manifeste. C'est la première fois, madame, que les manifestations de l'opposition sont diffusées dans un journal de la RTNC. Ça ne s'est jamais fait. Donc arrêtons de vouloir imputer au chef de l'État ce qu'il ne fait pas, ou ce qui n'est pas. Alors liberté, oui, mais des fois on insiste quand même à des dérapages. Faudra-t-il aujourd'hui que Félix Tshisekedi exécute ce que certains lui demandent de faire, mettre un peu une dose de dictature
Parce que, comme vous l'avez décrit ici, un président de la République insulté, parfois c'est qu'on ne pouvait pas entendre, même sa famille, son épouse. Vous ne voyez pas que la RDC n'est pas encore en mesure de vivre la démocratie? Madame, vous savez, le président Tshisekedi, c'est un démocrate. Il n'a pas besoin pour les opinions politiques arrêter les gens, les mettre en tôle, etc., les condamner par des procès kafkaïens ou organiser des parodies de procès uniquement pour museler justement ses opposants. Le président ne le fait pas. Mais nous constatons tous qu'il y a des dérives. Vous savez, madame, il faudrait que l'opinion retienne que vous êtes libre d'émettre vos avis, de parler, de critiquer, mais vous n'êtes pas autorisé d'insulter ni de diffamer. Parce que lorsque, en effet, lorsque vous êtes opposant, ça veut dire que vous vous constituez en alternative au pouvoir. Demain, vous pouvez aussi devenir président de la République. Mais si déjà vous insultez, vous tolérez les insultes, vous violez les lois parce que la diffamation c'est une infraction. Les commettre ou la commettre, c'est violer la loi. L'imputation dommageable est une infraction. La commettre, c'est violer la loi. Donc vous devez prêcher par l'exemple, être un modèle. Vous ne pouvez pas demain vous proposer une alternative sans que vous puissiez vous-même inspirer le peuple congolais à travers votre comportement, à travers vos propos, à travers votre manière de réfléchir. Donc, d'où il ne revient même pas au chef de l'État de décider de l'arrestation ou pas de ces gens. Il y a le magistrat qui ont la mission de rechercher les infractions, vous comprenez? Donc, tu ne peux pas te permettre de diffamer, d'imputer des choses à quelqu'un, et sans oublier que il en va de sa réputation. C'est un père de famille, vous comprenez? Non, mais le président de la République représente tout un peuple. Nous devons inviter nos opposants à plus de mesures dans leurs déclarations, pour éviter de tomber sous les coups de loi de la RDC, et là, ils vont crier à l'acharnement. Ils vont dire que voilà, il y a la dictature qui s'est installée, etc., alors qu'en réalité, le président est plus démocrate que quiconque, que ses prédécesseurs. Alors, recrudescence des violences en Afrique du Sud, des violences qui ciblent les Africains et les Congolais ne sont pas épargnés. Pourquoi la RDC n'agit jamais dans ce sens? La RDC est un pays hospitalier, qui vit tranquillement avec tout le monde. Pourquoi ces actes sont toujours enregistrés dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud? C'est pas la première fois. Bon, je pense que d'abord, je condamne ces actes odieux parce que il y a des expatriés qui en payent de leur vie lorsqu'ils sont pris en chasse par les autochtones ou les originaires, vous comprenez? Certains sont tués, certains sont vandalisés, certains sont... C'est-à-dire, ils subissent le traitement inhumain et dégradant. Et là, on ne peut pas accepter ça. Ce sont nos compatriotes, nous devons les protéger même partout où ils sont. Vous savez, les Américains, ils ne laissent pas un Américain en difficulté dans un autre pays. Et nous devons adopter cette attitude. Vous savez... On a même vu dans cette situation, depuis qu'elle a commencé, même la réaction de la RDC a tardé à venir. Non, la RDC a réagi. Mais avant, il y avait silence radio. Avant, il n'y avait rien. Est-ce qu'avant les présidents Tshisekedi, on pouvait même penser qu'il y avait un gouvernement qui protégeait ses ressortissants? Pourquoi vous voulez toujours comparer à l'ancien régime? Nous devons toujours comparer parce qu'ils ont eu à gérer. Ils ont eu à gérer, madame. Ils ont eu à gérer notre bien commun. Nous devons toujours... Je vous informe que Trump ne fait que citer Biden, ne fait que citer Obama. D'ailleurs, Trump est peu clément vis-à-vis de ses deux prédécesseurs. Il ne fait que tirer à boulet rouge sur eux. Pourquoi il les fait? Parce que ils ont eu à gérer les États-Unis d'Amérique. Et aussi, ils ont eu à gérer les pays. Parce que si nous avions mis sur un piédestal, aujourd'hui, on n'aurait pas à fournir beaucoup d'efforts pour sortir quand même de la situation dans laquelle... Effectivement, parce que nous aussi, nous serons jugés sur pièce. Nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Et demain, ceux qui vont venir au pouvoir
après que nous ayons passé quand même une éternité au pouvoir, parce que ce n'est pas une éternité demain qu'on va... au pouvoir. C'est notre droit le plus légitime, madame. Ok, ce sera un royaume. Lorsque vous êtes au pouvoir pour le conserver. Transformer la RDC non, attention. en royaume. Démocratiquement, nous allons conserver le pouvoir. Démocratiquement. Démocratiquement. Voilà. L'ANC l'a fait. Je pense que c'est dans l'ordre de choses. L'ANC n'a pas inventé une recette miracle. Et nous aussi, nous savons qu'il n'y a que des bilans du président Tshisekedi qui va plaider en faveur de celui ou vous de êtes celle conscient qui que va... c'est le bilan. Et ce jour-là, l'UDP sera seul. Non, mais le peuple sait que le président est en train de défendre sa cause, que le président travaille pour son intérêt. Est-ce que le bilan du président est moche? Je réponds tout de suite non. Donc, c'est un bilan satisfaisant. Vous êtes Congolais, vous voyez. Vous avez des yeux. Non, répondez. Donc, c'est un bilan satisfaisant. J'ai dit que le bilan n'est pas moche. Le bilan, il est mi-figue, mi-raisin parce que nous sommes encore en cours des mandats. Ok, en cours de mandat. Alors, ce dossier Frivao aussi qui fait parler plus d'un Congolais, l'ancien ministre Constant Moutamba était attendu le mardi. Malheureusement, l'homme ne s'est pas présenté. Quelle est votre analyse de cette question? Bon, déjà, je n'ai pas suivi le dossier. Je ne sais pas s'il avait été invité oui, le mardi, formellement. Il devrait répondre le mardi. S'il avait été invité formellement. Et je pense on a dit qu'il est malade à cause de son état de santé. Il pouvait voilà, pas. Je n'ai vraiment pas suivi le procès. Mais je pense qu'en bon citoyen, on ne peut pas s'opposer aux invitations ou refuser de répondre aux invitations de la justice. Parce que nous devons, comme je l'ai dit, quand on est citoyen, on est acteur politique, on est leader, on doit être exemplaire. Il ne faudrait pas prêcher par le mauvais exemple. Les Congolais doivent prendre exemple sur nous, qui sommes leaders. Comprenez? Et s'il y a eu une justification par rapport à son absence, vous avez fait état de son état précaire, de son état de santé. Mais vous comprenez? Je pense que c'est quand même légitime. Pour tous les politiques, quand ils sont en dehors des 4 murs, ils sont en très bonne santé. Quand ils sont dans les 4 murs, madame, est-ce que vous savez que le stress peut engendrer plusieurs maladies dans le corps de l'homme? Le savez-vous, madame? Ou c'est parce que vous ne travaillez pas pour... Il y a des gens qui sont... Attention, non. Dans les 4 murs. Madame, même si vous êtes dans une prison huppée, dans une prison qui répond à toutes les normes possibles, vous ne serez pas à l'abri de tomber malade. Je vous ai parlé ici des stress. Quelqu'un qui se retrouve privé de la liberté, il est stressé de manière permanente. Et ça peut engendrer plusieurs maladies. Donc, ce n'est pas le fait d'être prisonnier qu'on tombe malade. Non, c'est aussi, je vous ai évoqué un cas qui peut vous mettre en difficulté. Même vous n'êtes pas privé de liberté, mais quand vous êtes stressé, vous sentez parfois certains organes commencer vous sentez ça vous fait mal, etc. Et puis, quand vous allez consulter le médecin, vous dit non, essayez, soyez un peu... essayez un peu de ne pas être stressé par patati patata. Alors, vous Donc, par rapport au dossier Frivao, je pense que l'argent, c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent des Congolais qui est payé pour un objectif précis. Et si cet argent-là a pris une autre direction, ça s'appelle en droit, on l'appelle en droit détournement. Alors, donc, ceux qui sont à la base du détournement doivent subir la rigueur de la loi. Moutamba est déjà en prison, condamné pour un autre dossier. Alors, ces révélations du ministre de la Justice devant le Sénat, Guillaume Gueffou, qui reconnaît que le permis de culte, dont vous avez fait mention il y a quelques minutes, institué en juillet 2024 sous le règne de Moutamba, était illégal et a même à l'occasion annoncé sa suppression. Il soupçonne un détournement des deniers publics dans la gestion du permis de culte. Donc déjà, il y a des soupçons aussi de détournement et la réaction du pasteur de Manguembu qui réclamait même soit son argent, soit ses permis de culte. Que pensez-vous? Voilà, je vous réponds directement. Vous savez, j'appelle aussi j'appelle les responsables politiques à plus de mesures dans leurs déclarations. C'est très important. Vous savez, on assiste parfois dans ces pays à des déclarations l'emporte-pièce.
à des déclarations qui nous rattrapent demain, Faites allusion à des déclarations, excusez-moi, laissez-moi finir ma réflexion, à des déclarations qui sont battues en brèche demain par le factuel, par la stricte vérité des choses. Je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas tout le temps faire de déclarations pour la consommation du public, et il faut de manière responsable agir. Si le permis est contre legem, comme on dit en latin, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. On peut en trouver un cadre légal. Mais là, c'était illégal en 2024. Attendez. Donc, il fallait réfléchir peut-être à un cadre légal. Justement, on doit en trouver un cadre légal. C'est une initiative, peut-être, qui n'a pas été soutenue ou étayée par une loi. Ça, je suis d'accord par rapport au ministre. Mais je proposerai au ministre de proposer, par exemple, une loi pour que cela... Non, il le faut quand même. Soit une décision. Ça demande même pas une loi. Ça demande même pas une loi. L'arrêté du ministre peut rendre légale la procédure. Vous comprenez? Maître Francis Chibalabala, aujourd'hui Constant Moutamba, qui est déjà en prison, mais cité quand même dans plusieurs dossiers de détournement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un citoyen congolais, tout simplement. C'est un acteur politique qui a de faiblesses, qui a aussi des qualités. Mais vous savez, madame, lorsqu'il s'agit de la gestion de l'État, il faudrait que nous puissions nous l'ancrer dans la tête. Lorsqu'on gère, on est en responsabilité. Il s'agit justement de la gestion de biens communs. Les pays nous appartiennent à nous tous. Lorsque nous désignons les animateurs, il ne faudrait pas leur accorder les bénéfices du doute. D'où la présence de lois, d'où la présence des contrôleurs, d'où la présence des l'IGF, des assemblées, de la Cour de compte, vous comprenez? Sinon, si on considérait que les gens sont des saints, on n'aurait pas tous ces organes pour contrôler leur gestion. Bon, maintenant que s'il est avéré réellement qu'il y a eu des tournements de fonds opérés par Moutamba, moi ça ne me surprend pas, parce que ça reste un humain, ça ne me surprend pas, parce que nos prédécesseurs qui avaient pensé à créer des organes de contrôle, c'était en connaissance des causes. Ils savaient que l'être humain peut facilement confondre sa poche à la caisse de l'État. Alors, nous allons mettre l'accent sur certaines questions abordées par le président de la République, notamment celles relatives à la sécurité, mais aussi aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Ici, les Congolais ont suivi. Félix Antoine Tshisekedi a révélé que l'ancien président, Joseph Kabila, a quitté la RDC. Il est sorti de manière un peu, voilà, clandestinement, alors que la sécurité de la RDC depuis l'avènement de Félix Tshisekedi est tenue par l'UDPS. La question que se posent certains Congolais, qui a aidé Kabila à sortir? Madame, déjà il faut retenir une chose. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne chamboule pas tout. Ce sont des agents de l'État. La police des frontières, la DGM, etc. Ce sont des agents de l'État. Ce sont des agents que l'UDPS a trouvés. Et l'UDPS ne peut pas les limoger ou les licencier. Tous pour les remplacer par d'autres personnes. Ça n'existe pas. Partout au monde, ça n'existe pas. Des agents qui avaient été nommés peut-être par le président Kabila, pensez-vous s'il veut sortir, ces agents vont lui en empêcher? Je pense que non. Vous savez aussi que nos frontières sont poreuses et c'est fait à dessein. Madame, la sécurité, ça implique des sommes exponentielles. Je vous informe que les États-Unis pour la sécurité, ils ont déjà atteint les 1000 milliards, ils sont en train de penser à aller jusqu'à 1500 milliards. Et la RDC avec combien? Et nous, notre budget de la nation, c'est pratiquement près de 22 milliards. Mais eux, la sécurité seulement, plus de 1000 milliards.
dans tous les pays sérieux, ils injectent beaucoup d'argent dans la sécurité. Donc, vous voulez la sécurité, ça implique tout. Avec ces budgets de l'État, il ne faudra pas, les Congolais ne doivent pas être exigeants en demandant... Non, mais madame, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Ça ne représente rien du tout. Même lorsque les présidents de la République, ayant pris la mesure de la situation, ayant compris que avec cette bascule du monde, c'est plus les rapports des forces qui est mis en exergue aux dépens du droit international. Il a d'ailleurs fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait en allouant 30% du budget dans l'armée, la sécurité, madame. C'est déjà un signal fort qu'il veut changer les choses, qu'il veut jouer la musique au même pas que d'autres nations qui se veulent responsables. Donc, le président Kabila est parti clandestinement, c'est parce qu'il avait un plan machiavélique contre la RDC. Parce qu'il pouvait sortir officiellement. Sa femme nous avait dit que mon mari travaille en silence. Justement, c'est ce silence-là qu'il a rattrapé aujourd'hui. Il est sanctionné par les trésors américains. Il est indexé comme étant l'initiateur de l'AFC 23. Il est désigné partout comme étant celui qui est en train de déstabiliser la RDC. Il est indexé comme étant les bras séculiers de M. Kagame, la fidée de M. Kagame. Et ça, je pense que ça joue contre lui. Alors, vous parlez des sanctions. L'UDPS et ses pairs étaient dans les rues de Kinshasa pour soutenir les sanctions contre Joseph Kabila. Et là, du coup, on se rappelle quand même de l'inquiétude de certains Kinois. Mais quand est-ce que l'UDPS va mobiliser pour que les Congolais exigent notamment l'eau et l'électricité? Voilà, l'UDPS le fait déjà dans les institutions. Mais l'IDPS veut aussi le faire dans les institutions. Attention. L'IDPS le fait dans les institutions. C'est l'IDPS qui est en train de diriger. Les usines d'eau qui sont construites, les Mbaïmbu, Ngaliema là-bas, pour desservir la population en eau, ça existait avant Tshisekedi? Non. L'IDPS est en train de travailler dans les institutions. Nous sommes dans les institutions. Mais l'IDPS étant parti politique, nous organisons aussi de rencontres avec nos ministres, avec les mandataires du parti qui sont au gouvernement, qui sont dans les entreprises. Vous comprenez? Nous les évaluons aussi. Si nous trouvons qu'il y a l'un qui dans ses réalisations n'a pas atteint les seuils de l'acceptable, il est tout de suite défenestré, remplacé par quelqu'un d'autre, d'où les différents remaniements qui sont intervenus. Donc, par rapport aux sanctions contre Kabila, mais nous sommes un parti politique. Nous avons dénoncé le fait que le PPRD, qui est un parti au même titre que l'UDPS, est passé à l'ennemi et est en train de travailler contre les intérêts du Congo. Les gens, d'aucuns ne nous avaient pas cru, mais aujourd'hui que les résultats, les sanctions, tout ça étaye quand même notre position, nous sommes en droit de nous réjouir, de saluer les sanctions qui sont advenues et en même temps de demander aux Américains de prendre encore des mesures plus draconiennes pour contraindre Kabila à abandonner cette entreprise criminelle. Alors, c'est bien quand même que l'UDPS soit descendu dans les rues alors que certains partis politiques ont des restrictions pour certains coins de Kinshasa. Une mesure jugée quand même injuste. Madame, nous avons informé l'autorité urbaine. Chez vous, c'est parti quand même trop vite. Hein? Madame, nous avons informé... Reconnaissez quand même qu'il y a eu une faveur pour les partis au pouvoir. Il y a eu une procédure, madame. La liberté... Mais une faveur quand même pour les partis au pouvoir. La liberté de manifester... Francis Chibalabala, reconnaissez qu'il y a eu quand même une faveur pour le parti au pouvoir. Laissez-moi parler, madame. Allez-y. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. Oui. Garantie à tous les Congolais. Hein. Voilà, à tous les Congolais. Mais attention, il faut des mesures... Le parti privilégié. Il faut des mesures d'encadrement. D'où justement l'information. On doit informer l'autorité urbaine pour que celle-ci prenne des dispositions pour sécuriser le manifestant. Nous avons informé, oui ou non? Oui. Les autres le font aussi. Martin Fayoulou et les autres qui organisent des marches le font. Mais ils ont quand même des restrictions. Mais vous reconnaissez qu'ils organisent des marches? Ils ont quand même des restrictions pour certains. Mais justement, les restrictions, même nous aussi, nous en payons le prix aussi. Non, on ne l'a pas vu pour cette marche.
L'UDPS, Ça fait combien de temps on n'a jamais organisé de marche, madame? Vous ne voulez pas reconnaître Ça fait que le beaucoup parti d'années. au pouvoir a été favorisé pour cette marche? Non. Ici, on ne favorise Vous faites personne. semblant de le reconnaître? Le droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Vous faites semblant de reconnaître que le parti au pouvoir En quoi faisons? En quoi faisons on nous a privilégiés? En quoi faisons? Le gouvernement nous a-t-il donné de moyens pour organiser la marche? Non. Le gouverneur nous a doté de véhicules pour organiser la marche? Non. C'est quoi le favoritisme? Arrêtons, madame. Vous faites bien de ne pas reconnaître. Hein. Alors, ce rappel de la diaspora du PPRD face à ces sanctions qui rappellent à l'UDPS à se souvenir du cas Mobutu. Vous connaissez le cas Mobutu? Madame, c'est des cas de figure diamétralement opposés. Je pense que le PPRD, bon déjà c'est un parti qui n'existe plus. Je pense que cette diaspora-là du PPRD est en train de jouer les matamors. C'est-à-dire, elle veut donner l'impression comme si tout va bien, il n'y a rien, ces sanctions-là ne vont pas porter leurs fruits, etc. Politique de Kabila ne Mais en pas réalité, ces sanctions, encore moins toutes les accusations contre son leader. En réalité, le PPRD est vulnérable. Les militants du PPRD sont aux abois. Vous comprenez, ils sont en difficulté aujourd'hui. Qui, dans la population, peut encore consommer un discours venant d'un membre du PPRD, pendant qu'ils sont des bourreaux de Congolais, pendant qu'ils sont en train de décimer, de détruire notre pays, de décimer la population, pendant qu'ils sont à la base des atrocités. Non, mais vous voulez faire porter les chapeaux, heurtent la conscience humaine d'une personne à tout un qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Je pense qu'ils n'ont pas de leçons à donner à quiconque, madame. Ce sont des gens qui sont passés à l'ennemi et je pense qu'ils doivent être bannis. Ils doivent être bannis. Pour moi, ce sont des personnes... Maître Francis Chibalabala, vous reconnaissez quand même que l'infraction est individuelle? Madame, mais l'infraction aussi c'est commis par groupe, non? Association de malfaiteurs. Pourquoi c'est punissable? C'est une association de malfaiteurs. Chacun joue sa partition pour la déstabilisation du pays, pour tuer les Congolais. C'est avéré, c'est prouvé. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier de notre rendez-vous. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice? À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. 2 questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngombankoy n'est pas une simple loi référendaire.
Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se montre favorable à un troisième mandat sur demande du peuple congolais. Les propos rejetés catégoriquement par les opposants Martin Fayulu, Denis Sanga et même certains proches de Joseph Kabila Kabange. Corneille Nangaa lui-même s'est exprimé, donc cela ne passera pas. Est-ce que c'est parti pour un forcing? Madame, je pense que les personnes en dehors de Martin Fayulu, Corneille Nangaa, Kabila, le PPRD, Ensemble pour la République, n'ont aucune leçon morale à donner au président de la République et aux Congolais. On ne peut pas prendre exemple sur eux. Ce sont des belligérants. Ils sont en train d'agresser la RDC. Ils sont en train de tuer les Congolais. Madame, savez-vous que l'article 64, si vous permettez que je lise rapidement, de la Constitution, l'article 64 de la Constitution stipule ce qui suit. Excusez-moi. Allez-y. Voilà. Cet article dispose que il est interdit de renverser l'ordre constitutionnel établi. C'est constitutionnel. C'est-à-dire, ce que Nangaa est en train de faire, c'est justement de vouloir renverser l'ordre constitutionnel établi. Donc Nangaa est en train de violer la Constitution, mais il est en train de vouloir imputer un fait au président Tshisekedi. C'est les voleurs qui crient aux voleurs. C'est l'hôpital en réalité qui se moque de la charité. Lui-même n'est pas exemplaire. Il a pris des armes alors que la Constitution, alors que la loi sur les partis politiques, la loi sur l'opposition interdisent formellement les trois lois que l'on puisse recourir aux armes pour renverser l'ordre constitutionnel établi, pour renverser un pouvoir. Il est fait. Mais il vous dit que voilà, vous ne pouvez pas violer la Constitution. C'est paradoxal, premièrement. Madame, nous n'avons pas demandé à Nangaa de tuer les Congolais. Nous n'avons pas demandé à Ensemble pour la République d'être la fidèle de Kagame. Nous n'avons pas demandé au PPRD d'être les proxys, si vous voulez, les bras séculiers de Kagame. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est en violation de la Constitution. Mais le président a montré qu'il est respectueux de la Constitution, parce que le président a rejeté la balle à la population. Le président n'a pas dit qu'il va rempiler. Le président n'a pas dit qu'il ferait un troisième mandat. Par contre, le président a dit, si la population me le demande, je serai preneur. Mais écoutez, qui est ces Congolais-là, pétris de l'amour du Congo, remplis de l'amour des Congolais, peut refuser d'accepter une responsabilité lui attribuée par son peuple? J'en vois pas. Donc le président est légaliste et respectueux de la Constitution. Il n'a pas dit qu'il va faire un passage en force. Il a tout simplement soutenu qu'il ferait un troisième mandat à condition que la population l'accepte. Si la population dit non, il va accepter la décision. Le pouvoir parle du peuple, l'opposition parle du peuple, mais finalement, c'est de quel peuple? Madame, deuxièmement, il faut retenir que la souveraineté exclusive appartient à la population. Les peuples est souverain. De quel peuple vous parlez? Madame, parce que l'opposition parle aussi de son peuple qui ne veut pas de c'est les peuples qui se prononcent à travers les urnes. C'est de ces peuples-là que nous parlons. Aujourd'hui, par exemple, vous ne me direz pas que Fayulu est plus populaire que le président Tshisekedi. Parce que les résultats sortis des urnes avaient donné Tshisekedi largement gagnant.
c'est un triomphe. C'est à travers les urnes qu'on reconnaît que la population s'est prononcée. Lorsque le président parle de troisième mandat sur le vouloir de la population, il veut tout simplement dire que celle-ci va parler à travers les référendums. C'est ce que ça veut dire. Vous parlez du référendum. Il ne faut pas quand même, c'est une dictature de pur jus, que d'interdire à la population d'exercer son droit les plus souverains, les plus légitimes, madame. Vous parlez du référendum. Alors, Félix Tshisekedi a dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y aura pas de guerre et tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est qu'il a dit. En effet, il l'a dit. Ok, mais pour le référendum, vous voulez quand même organiser. Non, mais attendez, il faudrait ici que l'opinion comprenne qu'on ne peut pas organiser les référendums pendant qu'une portion de notre pays est dans le giron de l'ennemi, du Rwanda. On ne peut pas organiser les référendums. Élection. Je parle d'abord du référendum. Ok, allez-y. Maintenant, les élections, le président a dit, il n'y aura pas élection du moment que les Congolais sont en train de mourir, du moment qu'il y a une grande partie de la population qui sera privée du vote. Mais madame, c'est constitutionnel, madame. C'est constitutionnel. Lisons l'article 5 de la Constitution. Et que dit cet article? Parce que parfois, les gens sont en train de parler sans soubassement. Que dit cet Je suis de la souveraineté. Okay. Je vais au dernier alinéa. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sans électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus et jouissant de droits civils, de leurs droits civils et politiques. Maintenant, le fait de priver cette portion de la population qui vit dans la partie qui est sous domination de l'ennemi, ce droit fondamental d'être candidat et d'être électeur, c'est une violation de la Constitution. Parce que ce soit cette population-là, que ce soit celle qui est dans des zones où il y a la paix, nous avons le même droit. Organiser les élections serait violer l'article 5 de la Constitution. Mais ce n'est pas la première fois, les élections ont été organisées. Madame, nous ne devons pas, attention, nous ne devons pas ici prendre sur exemple ou pour exemple un acte illégal, un acte qui a violé justement la loi fondamentale. Non, nous ne pouvons pas nous en servir. Mais vous l'aviez quand même fait. On l'a fait où? Les élections ont été organisées sur certains territoires. Non, attention madame. Quel territoire par exemple? C'est moi qui pose des questions. Les élections législatives, présidentielles. Mais citez-moi les territoires. C'est moi qui pose des questions. Dans ces pays, des élections ont été organisées sur certains territoires. Non, mais est-ce que c'est un exemple à suivre? Non, mais là, vous l'aviez quand même, ça a été quand même fait, non? Non, écoutez madame. Est-ce que c'est un bon exemple? C'est comme qui dirait, par exemple, que on vous rend patriote comme ça alors que vous êtes congolaise, sans autre forme de procès, alors que la loi vous reconnaît, la Constitution vous reconnaît justement votre nationalité congolaise. Francis Chibalabala, Félix Tshisekedi a dit clairement qu'en 2006, alors dans l'opposition, l'UDPS l'avait déjà dit, une fois au pouvoir, nous allons changer la Constitution. Et depuis lors, ces discours s'est installé au sein de l'Union sacrée, à l'UDPS, le troisième mandat. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous devrons donner raison à Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui n'avait cessé de le dire, que la situation dans l'Est du pays est favorable pour Félix Tshisekedi, qui a donc visiblement, selon certains, ses ambitions de s'éterniser au pouvoir. Non, mais si la situation est favorable pour Tshisekedi, je pense que c'est une raison légitime de faire cesser... Attendez. Donc, il entretient cette guerre. Non, écoutez. Ok, allez-y.
je pense que c'est une raison légitime, parce que les présidents conditionnaient la tenue d'élections à la cessation des hostilités dans la partie orientale, au retour de la paix. Mais vous qui êtes en train de tirer les ficelles de cette instabilité qui sévit dans la partie orientale, vous qui êtes les exécutants, vous êtes opposés farouchement à Tshisekedi, à le voir à la tête du pays. Qu'est-ce que vous devez faire si vous aimez le Congo? C'est de dire à vos hommes de quitter les territoires, n'est-ce pas? Madame, vous savez, si moi j'étais Kagame, j'aurais demandé à mes hommes, j'aurais dit à Kabila, arrêtez, puisque c'est ça la condition. Faisons taire les armes, quittons le Congo, pour qu'il ne puisse plus avoir de prétextes. Comment se fait-il que cette situation profiterait au président Tshisekedi, alors qu'il est en train de se battre contre cette situation-là? C'est paradoxal. Ils ont mal emmanché leur plan. On a également vu Kabila qui avait fait partir le M23 à un moment lorsque Goma a été occupé. Et aujourd'hui, vous accusez... Non, ce n'était pas Kabila. C'était l'ordre des Américains. C'était pas Kabila. Et Kabila, d'ailleurs, il y a eu un reportage. Non. L'histoire retiendra. Non, mais là, c'est... Non, M23, c'est Kabila. Attendez. Sous Kabila, les M23, c'est Kabila. Mais sous Kabila, ils étaient partis. C'est Kabila. Mais c'est normal, non? Ce sont mes sujets. Si je leur dis, allez, partez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Alors, vous faites bien de le dire ici. Mais attention, il y a un reportage de TV5. Francis Chibalabala, s'il vous plaît, je prends juste vos mots. M23 était parti sous des mains des Américains. Vous l'aviez dit. Mais pourquoi là, nous avons des accords avec les Américains? Donald Trump n'arrive pas à donner cet ordre pour que ces gens puissent libérer. Je vous réponds directement. Nous avons signé un accord avec le Rwanda. Les Américains, les mêmes Américains nous avaient demandé de nous retrouver autour d'une table avec, il y a même les processus de Rwanda, il y a une résolution de Nations Unies qui nous invite, nous, à dialoguer avec le Rwanda, à dialoguer avec les belligérants. Vous comprenez? Et nous sommes en train de respecter cette résolution-là. D'où justement l'accord qu'il y a eu avec le Rwanda. Mais non, nous attendons l'accord qui sera signé avec l'AFC M23. L'accord n'est pas encore signé. C'est lorsque l'accord sera signé que nous allons juger sur pièce les comportements des uns et des autres. Et là, certainement, il y aura ce qu'on appelle les soft power ou les hard power des Américains qui va s'imposer pour que la paix revienne définitivement. Un seul appel à donner la paix à l'est du pays. Mais est-ce que chaque président a sa manière de fonctionner, non? Chaque président a sa manière de fonctionner. Si le président Obama, je crois que c'était Obama, s'il avait agi ainsi, mais Trump n'agit peut-être pas comme ça. Trump veut apporter, il veut apporter une solution durable. Il a besoin que le Congo soit dans une paix, rentre dans une paix durable. D'où justement ces différents accords qui seront opposables à toutes les parties pour que demain, personne ne puisse en prétexter ignorance et c'est lui qui va s'hasarder encore à revenir faire son aventure au Congo. Il lui sera opposé cet accord et il va subir justement la rigueur et de la loi et de la puissance américaine. Madame, Monsieur, prenons ce dernier rendez-vous, donc ce dernier dossier de Info 7 de ce dimanche. Kilimobimake, Congolais, Nyonso, toute tendance confondue, Baza Simamokonzi Mboka, Baza soutenir décision Oyo, Mokozia, États-Unis, Donald Trump agit contre le dictateur Kabila, Congolais, pour la président Donald Trump, Maboko Makasi. Applaudissez très fort pour l'honneur du président américain Donald Trump. Applaudissez très fort. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Sanction contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Le président a dit
le peuple congolais veut voir encore votre position par rapport à l'arrestation de Joseph Kabila. Nous demandons aux autorités américaines d'aller plus loin avec les sanctions jusqu'à réclamer même l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Le régime prétend que la Constitution empêche le développement ou la paix. Nous opposons à ce mensonge la réalité des faits. Sur la paix tout d'abord. Ce n'est pas l'article 220 qui empêche de libérer l'Est, c'est l'absence d'une chaîne de commandement efficace et le détournement des fonds destinés aux opérations militaires. La Constitution n'est pas au front. Nos soldats, eux, y sont, sans moyens. Sur le social, est-ce la Constitution qui empêche nos enfants de fréquenter de bonnes écoles, nos jeunes de trouver du travail, nos sœurs et nos mamans de vivre en sécurité? Est-ce la Constitution qui détourne les fonds des infrastructures? Non. Ce qui affame le peuple, c'est une gouvernance de prédation, de clientélisme et de jouissance. Sur les accords internationaux, prétendre qu'il faut changer la loi fondamentale pour signer des contrats miniers est un aveu de haute trahison. On n'adapte pas la loi de la République aux intérêts partisans. La loi de la République s'impose à tous, citoyens et partenaires concernés. Ensemble pour la République appuie l'accord de Washington qui ne doit pas servir d'alibi à un changement de la Constitution. C'est bien au contraire la stabilité de nos lois, et tout particulièrement le code minier, qui sécurise les investisseurs internationaux. Mobilisation générale, l'article 64, face à cette dérive dictatoriale. Le parti Ensemble pour la République active solennellement le devoir de résistance. Au peuple congolais, vous êtes le seul souverain. Préparez-vous à défendre votre dignité. Francis Chibalabala, Francine Muyumba, aujourd'hui en exil, a fait savoir aux Congolais que la paix n'est plus une priorité pour Félix-Antoine Tshisekedi. Donc il reste préoccupé par le troisième mandat, par la Constitution et non pas par la paix dans l'Est du pays. Madame, qui est pris qui croyait prendre? Les pièges qu'ils avaient tendus à la nation et au président Tshisekedi, Vous parlez des pièges. Ça s'est refermé sur eux-mêmes. Qui sont à la base de l'instabilité du Congo? Francine Muyumba et compagnie. Ils sont à la base de ça. Comment ça, Francine Muyumba alors? Elle est du PPRD. Donc, vous voulez Elle dire se que retrouve tous en les exil membres- forcé. tous les membres, dans tous les Elle membres se du retrouve PPRD sont en complices. C'est ce que vous exil voulez dire? prétendument forcé. Oui, mais parce Alors que on a vu plusieurs proches de alors Kabila son aux mari arrêts. est ici. Son mari est ici, il travaille à l'INSS et au CNSS. Comment on appelle ça? INSS, non? La nouvelle appellation, CNSS. Son mari est là. Vous comprenez? Je vous dis que tous ces gens-là du PPRD étaient sortis pour mieux amancher leur plan mortifère contre la RDC. C'est eux qui sont à la base de cette instabilité-là. Les présidents se battent contre leur plan machiavélique. Donc, s'ils veulent les élections, qu'ils arrêtent de tuer les Congolais. C'est simple. C'est simple. On n'ira pas aux élections pendant qu'une partie de la population ne saura pas voter. Ça n'existe pas. En Ukraine, on a vécu ça. Donc vous voulez dire que même si cette Les guerre... présidents cette ukrainiens guerre ont qui fait a- un mandat depuis 2024. Puisque nous sommes dans un même cas de figure, il s'agit d'un cas d'agression, et qu'une partie du territoire ukrainien est passée sous l'escarcelle, est tombée sous l'escarcelle de la Russie, comment peut-on organiser les élections dans cette configuration-là? Je vous ai démontré ici que l'article 5 dit tout le monde, nous avons le même droit civil et d'être candidat et de voter. Pourquoi devons-nous priver à ces Congolais-là le droit de voter? Parce qu'il y a Muyumba, Kabila et tous les autres qui se sont organisés
pour mettre à genoux les pays. Non, qu'ils commencent par demander à l'ère supplétif de libérer la partie orientale, que l'autorité de l'État soit instaurée réellement, que la paix revienne définitivement, et c'est en ce moment-là que nous allons organiser les élections. Félix Tshisekedi a dit clairement qu'il ne sait pas quand est-ce que cette guerre va prendre fin. C'est-à-dire que si aujourd'hui la RDC se retrouve jusqu'en 2050, avec ses coins occupés, Félix Tshisekedi va demeurer au pouvoir avec votre logique. A-t-il menti ou pas? Je parle pas, moi je parle pas de demeurer au pouvoir. Je parle du fait que le président il dit qu'il ne sait pas quand la guerre ça va se terminer, il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais il a raison, madame. Oui, mais madame, les prédictions, nous connaissons là où... s'arrête dans la partie Est. Nous connaissons quand une guerre commence, nous ne savons pas quand elle se termine. Toutes les prédictions s'agissant de la guerre sont révélées erronées. Trump, en allant en Iran avec son allié Israël, il pensait venir à bout justement de l'Iran dans 2 semaines. Ils pensaient tout détruire dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, ils sont à 6 mois déjà. Lorsque Poutine est allé en Ukraine, il pensait conquérir l'Ukraine en 1 semaine. Mais aujourd'hui, ils sont à 4 ans et demi. Le président a pleinement raison de le dire, mais il n'est pas en train de dormir sur ses lauriers. Le président peut dire, par exemple, que non, je ne veux plus me battre contre les agresseurs. Il peut se dire, voilà, nous allons occuper une ligne de défense, et puis on n'attaque pas, et puis ils ne vont pas nous faire reculer, on s'arrête là, et moi je demeure au pouvoir. Non. Il est en train de former les militaires, il est en train d'acheter des armes, il est en train d'actionner les leviers diplomatiques. Entre-temps, on continue à faire des beaux yeux aux États-Unis. Vous comprenez? Madame, quel État ne fait pas des beaux yeux aux États-Unis? Est-ce que vous savez que l'Europe tout entière est protégée par les Américains? Est-ce que vous savez que les pays du Golfe, excepté l'Iran, sont protégés par les Américains? Madame, pourquoi chez nous, ça doit paraître absurde, alors que ceux qui sont militairement plus stables par rapport à nous, économiquement, financièrement, tout ce que vous voulez, plus stables par rapport à nous, ils s'appuient, ce sont des vassaux des Américains. Et vous ne voulez pas que nous le soyons. Madame, arrêtons quand même de rêver. Nous sommes en train de rêver grand alors que nous n'avons pas le moyen de cette politique. Il faudrait naturellement nous coucher devant les Américains parce que notre salut, acceptons le vocabulaire que j'utilise, notre salut dépend d'eux. Le salut des Congolais en effet, dépend des Américains. En effet, comme les saluts des Européens, comme les saluts des Émirats Arabes Unis, comme les saluts du Koweït, comme les saluts d'Oman, de tous ces pays-là, comme les saluts d'Israël aussi, dépendent des Américains. Un ancien haut responsable américain écrit ceci après que Félix Tshisekedi se soit affiché favorable à la demande du peuple congolais pour ce 3e mandat. On ne sait pas le 3e mandat, c'est par quel mécanisme, parce que la Constitution parle que de 2 mandats, mais on parle d'un 3e mandat. Francis Chibalabala, vous allez quand même répondre à cette question. 3e mandat, ce sera par quel mécanisme? Parce que la Constitution reconnaît 2 mandats. Je vous réponds directement. Ok, allez-y et je vais continuer avec Je vous réponds directement. On peut rétoquer l'article 220. Donc, parce que, attendez, ça sera changer la Constitution? Non, pas forcément. Okay. On peut rétoquer l'article 220. Parce que c'est dans l'article 220 qu'on limite à 2 les mandats du président de la République. On peut élaguer ça. Par quel mécanisme? Rétoquer, c'est-à-dire réviser, non? Mais Kabila a eu à réviser la Constitution. Donc, si on touche à la Constitution, ça ne sera pas le 3e mandat, ça sera un autre mandat qui va commencer. Non, non, attention. Attention. Ok, expliquez à cette population. Attention, le 3e mandat, c'est sur le plan arithmétique. Okay. On suppose qu'il a déjà fait 2 mandats, et lorsqu'il est à la tête de notre mandat, on comptabilise comme étant 3e mandat. La Constitution limite à 2 mandats. Il y a un alinéa de l'article 220. Question de supprimer cet alinéa-là. À travers une révision de la Constitution, les présidents peuvent rempiler, premièrement. Deuxièmement, on peut procéder au changement de la Constitution. Si la population estime que cette Constitution est
est mortifère et obsolète à bien des égards et qu'il faut la changer, vous n'allez pas interdire à cette population d'exprimer son vœu ou son droit le plus légitime. Mais Francis Chibalabala, si on prend le dernier aspect évoqué, ça ne sera pas un troisième mandat, ça sera un autre mandat. C'est comme ça que je vous dis, le troisième, c'est sur le plan mathématique, c'est sur le plan arithmétique. On considère que sur le plan, il y a calcul. Quand on dit troisième mandat, quatrième, cinquième... Vous ne vous sentez pas à l'aise de dire carrément à la population, non, ça sera une autre république avec un autre mandat. Mais est-ce que nous en sommes déjà là? Est-ce que la population... Mais parce que vous voulez endormir les gens en parlant d'un troisième mandat, que vous ne voyez que dans, excusez-moi de le dire, que dans vos têtes. Alors qu'il y a une constitution... Le président a dit qu'il va faire 3 mandats. Le président Félix-Antoine Tshisekedi... Il n'a pas dit ça. Si le peuple... Mais il y a une conditionnalité, madame. Ouais. Et si les peuples refusent? Refuser. Il y a une conditionnalité. On ne peut pas ici... Le peuple qui est représenté par une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, une majorité acquise à l'Union sacrée de la Madame, nation, mais ces une peuples-là... majorité acquise à Félix-Antoine Tshisekedi. Attention, madame. Est-ce que Francis Chibalabala peut dire non à ce troisième mandat de Félix? S'il vous plaît, les peuples-là va s'exprimer à travers le référendum. Ce n'est pas au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais il y a plusieurs moyens. Non, pour changer la Constitution, non. Pour changer la Constitution, ce n'est que par un référendum. Pour que nous puissions voter une nouvelle Constitution. Vous comprenez? Ce n'est pas à travers un tripatouillage qui sera fait au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Non. Alors, revenons à cette question. Un ancien haut responsable américain a écrit, après que Félix Tshisekedi ait parlé de ce troisième mandat, si le peuple le demandait, l'un de mes plus grands regrets de mon temps en tant que sous-secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique a été de plaider pour que les États-Unis d'Amérique soutiennent Tshisekedi en tant que vainqueur de l'élection congolaise de 2018. Je pensais qu'il serait vraiment différent et ferait avancer les intérêts du peuple congolais. Comme je me suis trompé, a déclaré Tibor Nangui. Donc, aujourd'hui, de voix estiment que Fayoulou n'avait pas tort de dire que Félix Tshisekedi n'avait pas remporté ces élections de 2018. Il a juste... Tibor Nangui, là, attention, madame. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les apparatchiks des apparatchiks. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les pontes des pontes du régime, les hommes puissants du régime, les décideurs, pas ces gens des secondes zones. Citez-moi. Il le dit clairement. Attention. Il a apporté son soutien pour que les États-Unis reconnaissent quand même. Non, attention. Vainqueur de l'élection de 2018. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est le peuple qui a fait que le président soit élu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le peuple. On ne peut pas essentialiser la population comme si on pouvait la manipuler à souhait, à volonté. Non. Vous comprenez? Il ne faut pas essentialiser la population. Elle est souveraine, elle a voté massivement le chef de l'État. C'était un triomphe. On n'a pas besoin d'une reconnaissance de la part des Américains sur la victoire du président Tshisekedi. C'était une victoire ostensible, tout le monde le sait. Ça n'a pas été contesté par ses poursuivants. Donc, arrêtons avec ces débats. Pour moi, ce n'est pas un apparatique des apparatiques. J'aurais souhaité peut-être que ce soit Rubio qui faisait une telle déclaration, le ministre, par exemple, de la Défense, etc., des Affaires étrangères, les secrétaires d'État, peut-être ceux qui ont quand même le pouvoir, qui ont les leviers. Mais celui-là, c'est un acteur des secondes zones. Il ne représente rien dans les paysages politiques américains. Et je pense que c'est une voix inaudible, tout simplement. Et ces déclarations-là, je pense qu'il n'a pas le droit de priver la population de son droit le plus légitime, de pouvoir s'exprimer à travers un référendum pour un éventuel changement de la Constitution. Donc, ça ne concerne pas les Américains. Le président n'a pas dit qu'il va procéder par un passage en force. Il a tout simplement conditionné justement son troisième mandat à une volonté populaire. Et cette volonté va se traduire à travers le référendum et non par les acteurs politiques et non par les personnalités internationales. Non, internationales, excusez-moi. De l'autre côté, Martin Fayoulou a tellement gardé ce secret
jusqu'à ce qu'il a dit, bon, comme la Bible nous le dit, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Martin Fayoulou a décidé de parler et revenait au peuple congolais qu'en 2010, c'est lui qui a ressuscité l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et on va se rappeler qu'en 2010, le sens de Limité, l'opposant historique, était encore en vie. C'est Martin Fayoulou qui a ressuscité l'UDPS. En 2010, il l'a dit. Non, on doit arrêter quand même. Attention, attention. L'UDPS était où dans notre temps? Il faudrait ici considérer... Donc, il faut être reconnaissant envers Martin Fayoulou. Non. Martin Fayoulou était l'ombre de lui-même. Un député provincial, élu de Kinshasa, qui n'a même pas... qui ne s'est pas distingué parmi les députés provinciaux de l'époque, vous comprenez? Qui, aujourd'hui, c'est bon le torse en disant que c'est lui qui a ressuscité. Oui, Martin Fayoulou. Je pense que l'histoire sera pas réécrite de cette manière-là. Il ne faut pas tordre l'histoire. L'UDPS a toujours existé. Je vous rappelle d'ailleurs en 2011, lors des élections, le président Tshisekedi avait fait un triomphe. Nous avons ici été à Kinshasa, dans tout le bureau de vote, c'était Tshisekedi Etienne. Même en province, cette victoire nous avait été volée. Donc c'est toujours Fayoulou. Il parle non, de 2010. Je pense que... Mais en 2010, nous sommes dans le préparatif des élections, madame. Donc je pense que ce n'est pas vrai. Lui-même était l'ombre de lui-même. Il a construit sa popularité sous l'ombre de Tshisekedi, ça il faut le dire, sous l'ombre de l'UDPS. Il ne doit pas ici considérer que c'est lui qui est l'argile, il est à la base de la création du potier. Non, c'est le potier qui a créé l'argile, qui a créé justement le pot, et on ne doit pas ici inverser le rôle. Non, je pense que c'est de l'orgueil tout simplement, et l'opinion sait que Fayoulou, la notoriété qu'il a aujourd'hui, l'ancrage qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il était au mamelles de l'UDPS, ça s'est prouvé. Il était pris sous notre aile l'UDPS. Il ne doit pas aujourd'hui inverser le rôle, dénaturer les faits et montrer à l'opinion que c'était lui. Non, l'UDPS, c'est un parti qui a traversé les temps, qui a traversé les régimes. C'est un parti qui existera jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin du monde. Parce alors que certains voient déjà la disparition de l'UDPS. Non, parce que l'UDPS... Non, vous savez, madame, un parti qui est bâti sur une idéologie, c'est un parti qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Je vous rappelle que nous avons perdu notre leader. Citez-moi un parti politique qui a perdu son initiateur, son visionnaire, qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou qui a le vent en poupe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Etienne Tshisekedi est mort, d'aucuns pensaient que c'était la fin de l'UDPS. C'était sans compter l'idéologie que les Tshisekedi avaient enseignée à ses militants, qui allait être pérennisée par ceux-ci, et aujourd'hui, les partis continuent d'exister. Alors, Francis Chibalabala, aujourd'hui, l'UDPS, votre parti est présenté dans l'opinion comme un partenaire qui n'est pas du tout crédible parce que face aux engagements, c'est vrai, vous prenez, mais vous ne le respectez pas. Et à titre d'exemple, on présente vos accords avec l'UNC, vos accords avec le CAJ, vos accords avec Moïse Katumbi, même vous avez à un moment applaudi pour Constant Moutamba. Donc toutes ces personnes qui s'approchent de vous deviennent après... Je commence rapidement par Vital Kamerhe. Nous avons créé les CAJ ensemble, n'est-ce pas? Il a été convenu que les présidents feraient un mandat. Et une fois président, Vital Kamerhe est premier ministre. Et les mandats suivants, Vital Kamerhe est président, et Félix Tshisekedi est premier ministre. Mais c'était sans compter la norme, sans compter les exigences légales. Pour être premier ministre, il faut avoir la majorité au sein de l'Assemblée. Avions-nous la majorité en ce moment-là? Non. Est-ce que peut-on considérer que l'accord a été appliqué? L'accord n'a pas été appliqué. Parce qu'il y avait un impondérable qui a empêché justement la matérialité de l'accord. Déjà, donc, on ne doit pas considérer que nous avons violé. Nous, on n'a pas violé. Ce sont les faits qui ont empêché justement que cet accord soit respecté scrupuleusement. Je pars rapidement chez Ensemble pour la République. Ensemble, malgré le fait que Ensemble ne nous avait pas accompagnés, vous comprenez? Ensemble avait accompagné Martin Fayoulou, mais nous avons accepté de travailler avec Ensemble pour la République. Nous leur avons confié des postes clés
les postes de responsabilité. Ils ont travaillé à quelques encablures de la fin du mandat. Ils ont jeté l'éponge pour ne pas partager justement les bilans avec monsieur le président Tshisekedi, pour se refaire une santé politique et dire à l'opinion, voilà, nous avons démissionné et voté pour nous. Malheureusement, ces plans mal amanchés, nous savons les résultats que ça produit. Qui d'autre? Modeste Bahati. Modeste Bahati. Non, je pense que nous sommes toujours en alliance. Il y a les membres de l'AFC. Attention, il y a des membres de l'AFC, de l'AFDC, excusez-moi, je suis en train de confondre avec l'AFC, de l'AFDC qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ils ont des ministres, ils ont des membres qui sont dans les régies, dans les entreprises. Donc, on ne peut pas considérer que l'accord est rompu. Non. Mais, il ne faudrait pas ici considérer aussi que les députés et sénateurs, attention, les députés et sénateurs n'ont pas droit, lorsqu'ils constatent qu'un membre du bureau n'a pas rencontré leurs attentes par rapport à ses promesses de campagne, ils sont quand même en droit de considérer que ces réalisations n'ont pas atteint les seuils de l'acceptable et qu'il faut les défenestrer. Il ne faudrait pas voir l'ombre de Tshisekedi partout. Franck Diongo, mais c'est Franck Diongo d'ailleurs, c'est lui qui nous a tourné les dos. Franck Diongo était prisonnier politique de Kabila. Grâce à Tshisekedi, il a recouvré la liberté. Il a commencé à faire l'apologie de Tshisekedi parce qu'il espérait avoir un poste qu'il n'avait pas obtenu. Il a retourné sa veste. Il est allé dans l'opposition jusqu'à se retrouver belligérant, agressé, tuer les Congolais et à s'aligner à l'idéologie, au narratif du Rwanda. Qui d'autre, madame? Mutamba. Mais Mutamba, est-ce que c'est le président qui l'a défenestré? C'est d'ailleurs le président qui l'a appelé au gouvernement. Il est dans l'opposition républicaine. Mais est-ce que le fait pour lequel il a été défenestré sont politiques? Je réponds tout de suite non. Il s'agit d'une affaire judiciaire qui a débouché sur une condamnation. Il se retrouve là où il est actuellement. Jean-Claude Vwemba? Jean-Claude Vwemba, la même chose, madame. Ah, vous avez autant Jean-Claude de partenaires. Vwemba. Non, mais écoutez, madame. Jean-Claude Vwemba était un citoyen congolais qui avait accepté de soutenir Félix Tshisekedi. Et après, il s'est rendu compte qu'il n'est pas servi. Il est parti. Donc, aucun de politique qui se retrouve à l'extérieur. Kabila, par exemple, le président Tshisekedi a accepté, nonobstant les insultes, les humiliations, a accepté de signer un accord de gouvernance avec Kabila. Alors que hier, c'était notre ennemi juré, il a accepté en son corps défendant, au nom de l'intérêt de la population et au nom du respect, justement, ou par respect pour la Constitution qui dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Kabila avait la majorité parlementaire, nous avons travaillé ensemble, mais nous avons tous constaté que la personne qui était plus humiliée, qui n'était pas respectée à sa juste valeur, c'était le président Tshisekedi. On a vu l'affront qu'il a essuyé venant de Mabunda, venant d'Alexis Tambwe-Mwamba. On a vu le ministre qui a bloqué son ordonnance pendant plus d'une année. On a vu les militants du PPRD, les taxer des pantins, les dire qu'il n'a pas été élu, on l'a façonné, etc., etc. Donc ce n'est pas les présidents Tshisekedi. Par contre, c'est eux qui ne sont pas respectueux des engagements, ils ne sont pas respectueux de la personne de Tshisekedi. Pour terminer, vous parlez de Joseph Kabila Kabange. Certains estiment aujourd'hui que Kabila ne mérite même pas, au regard de toutes les révélations, tout ce qui est dit sur Kabila, ne mérite même pas d'être identifié comme ancien président de la RDC. Non, mais ils n'ont pas tort de les dire, madame. Quel est ce père-là qui accepte de tuer son enfant? Est-ce que peut-on considérer qu'il est père? Vous savez que, en réalité, dans les états sérieux, lorsqu'un papa ou une maman fait du mal à son enfant, tue un enfant ou l'autre, il ne peut plus avoir la garde des autres enfants. Il ne peut plus être considéré comme un père. Vous comprenez? Kabila, c'était le père de la nation. Kabila y a dirigé les Congolais. Comment se fait-il qu'il soit passé à l'ennemi aujourd'hui? Comment se fait-il qu'il soit l'exécutant du plan de la balkanisation du pays fomenté par Kagame depuis toujours? Comment se fait-il qu'il soit celui qui facilite à Kagame de faire même bas sur nos minerais, lesquels peuvent bénéficier aux Congolais? Vous comprenez? Comment se fait-il qu'il soit lui-même à la manœuvre pour décimer la population, madame? La boucherie qu'il y a eu à Goma, ce sont des Congolais qui sont morts. C'est à la suite de ces actes irresponsables. Et un tel personnage
peut-il être considéré toujours comme un ancien président? Je réponds non, madame. Soyons humains. Vous avez tantôt parlé d'une rupture entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi sur certains faits, mais ces faits qui sont réels, sous Kabila, les partis politiques étaient incendiés et tout ça, mais on le voit aussi sous Tshisekedi, le PPRD avait son siège être incendié lors de cette marche pour soutenir les sanctions contre Joseph Kabila Kabange. Sous Kabila, on a parlé de débauchage. C'est qui est aussi le cas sous Tshisekedi. On parle également de débauchage. À quel niveau va-t-on parler de cette rupture? Bon, madame, je pense que nous, on ne parle pas de débauchage. Parce que si le président Tshisekedi voulait débaucher, il aurait débauché toute l'opposition. Citez-moi un ponte du PPRD qui se retrouve au gouvernement. Un classique du PPRD. Pas un seul. Il n'y a pas eu de débauchage. En tout cas, pas à ma connaissance. S'agissant de vandaliser le siège, de mettre à feu les sièges de partis politiques, Kabila l'a fait de la manière la plus atroce. Nous avons enregistré des pertes en vies humaines au siège du parti. Aujourd'hui, ces défunts ont laissé derrière eux de femmes et enfants qui sont à la merci de la misère, à la merci de tout ce que nous connaissons lorsqu'on n'a pas de père, on n'a pas de parents. Aujourd'hui, ces familles sont en train de pleurer leurs membres depuis plusieurs années. Mais ce qui s'est passé, je ne soutiens pas au siège du PPRD, je ne soutiens pas cela, mais je pense que c'est encore mieux que ce qui s'est passé à Limité. Ils ont envoyé des gens, ils ont brûlé des gens vifs au siège de l'UDPS, vous comprenez? Et il y a aussi un fait, là c'était, ils ont envoyé des criminels, leurs hommes de main pour aller exécuter une sale besogne. Mais ce qui s'est passé récemment, c'était le manifestant. Vous savez, la population, on ne sait peut-être pas la contrôler. Dans pareille manifestation, il y a toujours des rapages. D'où il faut une présence policière pour encadrer le manifestant. Vous comprenez? Même en Europe, on assiste au dérapage. Mais là, ce qui s'était passé du temps de Kabila, c'était un acte criminel. Alors, prémédité même. C'est ma dernière question et ça sera la fin de ce magazine Info 7. Francis Chibalabala, aujourd'hui, au sein de l'Union Sacrée, nous avons des gens qui sont plus tshisekédistes que vous-même, qui étiez avec Tshisekedi depuis les temps. Les cas de Willy Bakonga, Thierry Moussenepo, aujourd'hui les gens, les Mendé et tant d'autres. Quelle est votre réaction face à leurs actes qui le montrent être un peu, qui les exposent un peu comme des tshisekédistes plus que les tshisekédistes? Non, je dirais pas qu'ils sont tshisekédistes plus que le Tshisekedi. Oui, mais chacun a sa manière d'exprimer son ressenti, a sa manière d'exprimer, la manière d'exprimer ce qu'il ressent. Chacun a sa manière d'exprimer. Vous avez confiance à toutes ces personnes qui ont chanté Kabila, qui chantent aujourd'hui Tshisekedi. Chacun a sa manière de vendre son leader. Vous comprenez? On ne peut pas considérer que c'est lui qui est en train de chanter les fait mieux que c'est lui qui est en train de parler. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, ils sont convertis en tshisékédistes, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Vous avez confiance en ces personnes? Oui, du moment où ils sont en train de poser des actes qui vont dans les cadres d'accompagner le chef de l'État. Merci. C'est complètement fini pour ce magazine. Vous avez donc une minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Voilà, je commence par vous remercier pour l'invitation. Je remercie Congolais pour cette opportunité qu'il m'offre de temps en temps pour venir ensemble avec vous décortiquer l'actualité. Merci. Et je dirais au peuple congolais d'être derrière le chef de l'État. Je salue l'effet drapeau auquel nous avons assisté. La population s'est alignée à la rhétorique congolaise, à la position du gouvernement congolais par rapport à cette agression injuste. Et aujourd'hui, chers compatriotes, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Donc, continuons à soutenir les présidents de la République, à soutenir le FARDC Ouazalendo. Nous allons vaincre justement cette guerre dans les jours à venir. Et je pense que je ne peux que souhaiter un bon dimanche à mes électeurs de la Tchangou, aux électeurs de Kinshasa, parce que je suis élu de Kinshasa. Et je crois que dans l'avenir, nous continuerons toujours qui attendent beaucoup à travailler de vous, pour... en effet, et nous avons toujours été leur porte-voix, nous avons toujours été à leur chevet,
par rapport à tout ce qui traverse comme problème. Et je pense que nous faisons ces rôles de porte-voix comme il se doit. Il y a quand même des problèmes qui sont résolus. Il y a d'autres qui sont restés en suspens. Et je pense que dans les jours à venir, nous continuerons à faire pression à l'exécutif pour essayer de régler définitivement le problème de l'insécurité, des embouteillages par exemple, le problème des canalisations d'eau, de routes secondaires. Il y a Kimbantseke qui n'a pas de route jusqu'aujourd'hui. Il y a Massina qui a peu de routes. Il y a certaines sont en construction. Il y a la réhabilitation des écoles officielles. Il y a beaucoup de problèmes. Le problème d'électricité, les problèmes d'eau qui seront résolus certainement. Et nous qui sommes leurs porte-voix, nous continuons à faire pression. Et je pense que leurs desiderata seront prises à compte. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour ce magazine Info 7. Eh bien, c'est l'heure. Je rappelle que le samedi 9 mai 2026, l'orphelinat à la Vierge de Pauvres, situé sur l'avenue Limété, numéro 16. Nous sommes au quartier 6, dans la commune de Ndjili, a été visité par notre confrère, un héros dans l'ombre de votre magazine d'actualité, Adonis Mbungu, qui s'affiche comme celui qui vit pour les autres et par ce geste posé, comme vous le voyez à travers ces images, il le dit, parfois ces enfants sans parents n'ont pas besoin de ce que nous pouvons avoir comme moyen financier, mais un simple rapprochement avec eux suffit pour donner, bien sûr, redonner sourire et la joie à ces enfants. Adonis Mbungu estime que ces enfants n'ont pas forcément besoin des grands moyens financiers, mais plutôt d'une présence, d'un sourire et d'un geste d'amour pour retrouver la joie à dévivre. Et occasion pour nous de dire merci à cet élève de l'école Les Messagers. Vous avez vu ce reportage, c'était vraiment un moment de joie. Merci bien pour ce geste posé à notre égard et merci surtout aux responsables de Congo Web Télévision. Et là, je vois le président Gabriel Chabani pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous a toujours donné d'être en contact avec vous à travers ce magazine Info 7. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci de retrouver l'intégralité de votre magazine sur notre chaîne YouTube Anita Plus TV. Et surtout, n'hésitez pas de nous contacter parce que la porte de Info 7 reste grandement verte pour vous. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro et merci à vous, Maître Francis Chibalabala, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes élu de Kinshasa. De la Tchambou, précisément. De la Tchambou. Ok, l'homme double brassard, hein, c'est ça. Les Kofi à Tchambou, ça tient toujours? Je crois. Alors merci, avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Au revoir à vous, Madame, Messieurs.